Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Parmi les titres qui seront développés ce soir, une bulle sanitaire pour préserver les élèves. L'Académie Princesse Grace souhaite conserver une activité normale en cette période de crise sanitaire. Un pari réussi, c'est ce que nous confiera le directeur artistique de l'Académie, Luca Massala. Réduire ses déchets, c'est bien, oui mais comment? La mission pour la transition énergétique a délivré quelques pistes aujourd'hui en organisant un atelier en ligne en cuisine. Un atelier animé par Elisa Alberto, elle sera avec nous ce soir. Dans ce journal également, le centre hospitalier Princesse Grace à la pointe de la technologie avec l'acquisition d'un nouveau robot chirurgical. Notre traditionnelle chronique littéraire avec le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Et puis à la fin de cette édition, Vincent Vatrican nous présentera Mafioso, film d'Alberto Lattuada au programme de tout l'art du cinéma. Mais avant cela, un point sur l'actualité du jour, en principauté avec vous, Christinda Thomel. Bonsoir Christinda. On débute avec l'hommage rendu ce matin à Jean-Marc Giraldi, le président de la Société nautique de Monaco. Oui, effectivement, Émilie, ce grand passionné d'aviron âgé de 62 ans s'est éteint dans la soirée du 28 janvier à Marseille des suites de la Covid-19. Une cérémonie a eu lieu ce matin devant la Société nautique de Monaco pour rendre un dernier hommage à celui qui fut son président. Une cérémonie hommage à laquelle assistait ce matin, bien sûr, le prince souverain, entouré des membres de la Société nautique, de nombreuses personnalités monégasques, ainsi que des amis et de la famille de Jean-Marc Giraldi. Du football à présent et la prochaine journée de championnat, l'AS Monaco compte bien rester sur sa bonne dynamique. Oui, le Nîmes Olympique reçoit l'AS Monaco en Ligue 1 dans le cadre de la 23e journée et ce sera ce dimanche à 15h. Le Nîmes Olympique, 20e et dernier de Ligue 1, est toujours en difficulté, d'autant plus que son entraîneur vient d'être limogé. En effet, les Crocodiles n'ont remporté que 4 matchs cette saison et ne totalisent que 15 points au compteur. De son côté, l'AS Monaco fait une très belle saison et est sur une très bonne série. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le milieu de terrain des Rouges et Blancs est intervenu. Je vous propose d'écouter Youssouf Fofana. Il revient sur cette série bénéfique pour le groupe. Ça veut dire qu'on est en confiance, qu'on a un minimum de réussite quand même, ce qui nous avait manqué en début de saison, je dirais. Et voilà, après, les 6 victoires, ça nous permet de nous épanouir durant la semaine et de vraiment se concentrer sur le travail et surtout sur nous. L'équipe de Nîmes, c'est une équipe qui lâche vraiment pas. Certes, ils sont en mauvaise posture, mais faut pas les prendre à la légère du tout. Et ils auront envie, de par leur situation, enfin j'ai vu qu'il y avait eu quelques changements dans leur staff, de par leur situation, ils auront peut-être un sursaut d'orgueil. Et j'espère que ce ne sera pas contre nous. L'AS Monaco qui se déplace donc ce dimanche chez la lanterne rouge du championnat pour signer une 7e victoire d'affilée. Nous avions assisté à sa rentrée des classes en août dernier. 6 mois plus tard, nous avons voulu reprendre contact avec l'Académie Princesse Grace pour savoir comment se déroulaient les cours et si la crise sanitaire impactait son organisation. Nous avons joint le directeur artistique de l'Académie. Bonsoir Luca Massala. Bonsoir. Est-ce que la danse est toujours belle et bien vivante à Monaco, Luca? Elle est toujours belle et bien vivante à Monaco, heureusement. On a la chance d'être dans un pays où on peut encore voir des spectacles et où l'école de danse est encore ouverte. Malheureusement, ce n'est pas la même chose dans le reste du monde, mais nous, on a cette chance de vivre dans une petite bulle, l'académie où les élèves sont à l'intérieur et ils peuvent travailler plus ou moins normalement. Alors, je suis très heureux pour ça. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Les cours se déroulent normalement à l'académie? Tous les élèves sont en présentiel? Tous les élèves sont présents depuis le mois d'août. Ils sont repartis chez eux au mois de décembre et ils sont revenus au mois de janvier. Tout se déroule normalement pour les élèves, pas pour les professeurs, pas pour nous, pas pour le staff, parce qu'on est tous obligés d'être masqués, de suivre les consignes que le gouvernement nous a données. Mais par contre, les élèves, en habitant à l'académie, en restant à l'académie, ils n'ont pas les mêmes problématiques, disons les mêmes inconvénients que nous on a. Ils sont confinés à l'académie? Ils sont confinés à l'académie, mais ils peuvent sortir, mais accompagnés. Ils ne peuvent pas sortir seuls, comme ça on est sûr de qu'ils ne se contaminent pas, disons. Comment vos élèves vivent cette année de cursus?
Alors je pense qu'il y a il y a une petite angoisse, une petite anxiété qu'ils ressentent, ça se voit, mais ils n'ont pas encore vraiment la conscience et j'espère que quand cette conscience arrivera, la situation sera à un meilleur point qu'aujourd'hui. Alors en fait, je peux dire que pour l'instant, on est en train de les préserver. Maintenant, il faut espérer que cette situation ne dure pas trop longtemps parce que là, je commence à avoir peur qu'ils commenceront plus à avoir une futur, même par rapport à la danse en soi, de se dire pourquoi on fait ça si après il n'y aura plus de spectacles. Parce que dans le reste du monde, les spectacles ne se font pas vraiment. Oui, cette génération de danseurs, cela va être particulier pour eux de trouver une compagnie une fois qu'ils seront diplômés. Oui, ben alors en fait non. Moi, je veux rester positif dans un moment où la positivité, on ne doit pas trop l'avoir, parce qu'en fait, beaucoup de gens se disent cette année, c'est impossible, alors ils n'essayent même pas. Nous, on a déjà 11 ans de succès. Depuis 11 ans, tous les élèves qui se diplôment trouvent du travail. Ces élèves-là vont dans des compagnies, font un bon travail, c'est-à-dire les directeurs de ces compagnies reviennent vers nous pour nous demander chaque année si on a des élèves qui se diplôment. Chose qui s'est déjà passée cette année. On a 7 élèves qui vont se diplômer. Pour l'instant, il y en a 3 qui ont trouvé un contrat. Et après, on a un autre garçon italien et une fille canadienne qui ont trouvé un travail au Royal Swedish Ballet. Et comment vont se dérouler les admissions d'entrée pour l'année prochaine, Luca? Ouais, ben, elles se déroulent déjà d'une façon difficile. Alors, j'espère que ça va être bien. Je reçois des vidéos. Comme tous les autres directeurs, et en fait, on doit prendre un élève par rapport à une vidéo. Chose que je n'ai jamais voulu faire parce que j'aime bien le contact avec l'élève, j'aime bien parler, voir aussi comment il réagit à ce qu'on leur demande, mais c'est impossible, je ne peux pas faire voyager des élèves. C'était un peu la spécificité, je pense, du recrutement de l'académie. Il n'y a pas vraiment un élève type de l'académie. Moi, c'est toujours au feeling de comment ils sont, de comment ils réagissent, de comment, voilà, leur humanité. Et ça, on ne le voit pas trop, mais j'espère que tout se passera bien et de toute façon, tous les élèves qu'on prendra pour l'année prochaine seront là pendant un an et après, si on s'aperçoit qu'il y a eu une difficulté, une décision qui n'était pas la bonne, on aura toute une année pour essayer de la changer. Vous parliez tout à l'heure du prestige de l'Académie de danse Princesse Grace. Elle est régulièrement à l'honneur au prix de Lausanne, une récompense prestigieuse et très enviée dans le monde de la danse. Est-ce que vous y participez également cette année, Luca? J'y participe comme école partenaire et je trouve que le côté, là où l'Académie de danse avait beaucoup de succès, c'est de montrer la formation d'un élève du moment qu'il arrive dans le théâtre, qu'il commence à s'échauffer, qu'il fait la classe. Là, c'est juste une vidéo en fait, d'une variation, un bout de classe. Alors je préfère cette année ne pas dédier trop de temps pour le concours. Mais l'année prochaine, si tout va bien, je reparticiperai. Les élèves de l'Académie Princesse Grace, donc, dans cette bulle sanitaire pour les préserver et puis pour qu'ils poursuivent ainsi leur apprentissage en principauté. Merci beaucoup, Luca Massala, d'avoir été avec nous ce soir. Un grand plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Direction à présent le centre hospitalier Princesse Grace où un nouveau robot chirurgical a été acquis. Alors quels sont ses avantages? Éléments de réponse avec Sandrine Nègre et Serge Prémont. Il illustre l'une des missions du centre hospitalier Princesse Grace concernant notre santé d'aujourd'hui et celle de demain, mettre au service du patient les toutes nouvelles technologies pour une prise en charge optimale. 2,5 millions d'euros ont ainsi été investis. Ce robot chirurgical ici au bloc opératoire est arrivé le 4 février. D'ici quelques jours à peine, il contribuera déjà à une opération. Il faut dire que ses atouts sont nombreux, mais attention, il ne remplace pas l'homme, le chirurgien. Le principe de la robotique, c'est quand même très intéressant. On va peut-être le rappeler ici parce que ce n'est pas forcément évident. En fait, c'est un terme qui est un peu usurpé, puisqu'en fait, c'est un télémanipulateur. C'est-à-dire qu'on imagine que le robot va travailler tout seul. Ce robot ne travaille pas tout seul, ni le prochain non plus, peut-être dans les années plus tard, mais bon, on n'en est pas là. Aujourd'hui, c'est un outil que le chirurgien commande depuis cette console, à distance donc du malade, pas trop à distance parce qu'il faut quand même garder un contact avec ce qui se fait en vrai, il n'y a pas d'intérêt à être loin, mais grâce à cette console, on va pouvoir manipuler un instrument spécifique. Et davantage donc de fonctionnalités pour faire toujours mieux. Voici les bénéfices apportés par la robotique. Premièrement, la vision. En célioscopie, vous avez une vision qui n'est pas en 3D. Là, on a une vision en 3D, ce qui donne
qualité de l'image, une qualité de l'appréhension de tissu, du volume, qui est extraordinaire et qui permet de travailler beaucoup plus facilement. En plus, l'image est complètement stable, parce que c'est la machine qui tient la caméra. Ensuite, deuxième avantage de la robotique par rapport à la célioscopie, c'est que cet instrument a 3 bras opérateurs. Là, j'ai 2 bras. Quand je passe à la console, je me retrouve avec un 3e bras. Ça a l'air de rien, mais c'est fondamental. Donc, je deviens Superman, puisque avec 3 bras, forcément, je travaille mieux qu'avec 2. Tout est commandé depuis ici avec ces manipulateurs, mais aussi avec les instruments qui se commandent au pied. On commande à la fois toutes les techniques, le bistouri électrique, etc., qui permettent d'opérer le malade donc, directement. Le chirurgien peut aussi compter sur son équipe qui entoure le patient. Jusqu'à présent, l'urologie était le domaine chirurgical le plus utilisé, l'intervention liée au cancer de la prostate. À présent, d'autres chirurgiens vont aussi se former à ce nouveau télémanipulateur pour des interventions digestives dans le domaine de l'ORL ou encore gynécologique. Des patientes aujourd'hui envoyées par le CHPG à La Cassagne pourraient ainsi être, dans un avenir proche, opérées ici. Parlons de toute autre chose à présent. Avez-vous déjà pensé à réduire vos déchets? L'impact de nos ordures ménagères est lourd de conséquences pour notre planète. Mais il est possible d'agir et de diminuer nos déchets à la maison. La cuisine est un excellent endroit pour commencer. Et bien pour amorcer cette transition, la mission pour la transition énergétique proposait aujourd'hui un atelier en ligne intitulé Cuisiner zéro déchet avec la MTE, animée par la fondatrice d'EcoSlow Wasting. Bonsoir Elisa Alberto. Bonsoir. Ma première question est toute simple, par où commencer pour se mettre à une cuisine zéro déchet? Eh bien, pour se mettre dans une cuisine zéro déchet, il faut tout simplement commencer par accepter les fruits et légumes qui ne sont pas toujours parfaits. Ça se passe par accepter les fruits moches, par exemple, les fruits et légumes abîmés, un peu tachetés, etc. Et puis, lorsqu'on est en cuisine, on commence par revaloriser, donner une deuxième vie, cuisiner ce qu'à tort, on considère comme déchets. Vous êtes en train de nous dire que tout se mange et rien ne se jette en fait? C'est exactement ça, il y a tout qui se mange du produit. C'est bien de revaloriser bien sûr le produit en lui-même, mais aussi toutes les ressources qui ont été nécessaires pour le produire et toutes celles qui auraient dû être nécessaires pour les éliminer. C'était l'objet d'ailleurs de l'atelier en ligne organisé par la mission de la transition énergétique que vous avez donné aujourd'hui. Exactement, nous avons donné aujourd'hui un atelier virtuel d'1h15, donc ça s'appelle l'atelier Starter et on va procéder avec une recette de plat et une de boisson santé. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques recettes anti-gaspi? Il paraît qu'on peut faire des chips avec des épluchures de pommes de terre, c'est vrai? Ça, c'est très simple. D'ailleurs, il suffit d'éplucher les pommes de terre, les carottes, ce que vous voulez. Et ensuite, vous les mettez au four pendant une vingtaine de minutes à 180. Voilà. Et là, aujourd'hui, par exemple, on a fait les cannelloni au verre de poireau. Donc, il ne faut plus jeter les verres de poireau. Ils sont si bons en cannelloni. Oui, d'ailleurs, la MTE mettra en ligne cet atelier si vous l'avez manqué. Autre solution, enlever tous nos emballages pour opter pour des bocaux et favoriser l'achat en vrac. C'est une démarche zéro déchet qui n'est pas contraignante du tout finalement. Il suffit de s'équiper à la base avec des bocaux ou des bouteilles en verre, par exemple, de Tupperware aussi en verre. Et puis, c'est très simple de, par exemple, aller chez son propre commerçant pour retirer ses propres achats avec des emballages donc, en verre, par exemple. Et on le voit, les possibilités sont nombreuses. J'ai lu aussi qu'il y avait des films alimentaires réutilisables, des éponges et des sopalins lavables. Oui, c'est le Biwrap, le film étirable. Enfin, ça permet de ne plus utiliser justement le film étirable. Et puis, comme vous avez dit, il y a plein d'autres produits qui peuvent être réutilisables, voilà, et qui permettent d'arrêter tout simplement de consommer des produits jetables, inutiles en fin de compte. On l'a bien compris, Elisa Alberto, le but premier est de ne pas jeter. Alors oui, réduire le déchet, en fait, ça se passe vraiment à travers des
petits gestes simples qu'on peut mettre, chacun peut mettre en place au quotidien. Et ça permet vraiment d'avoir une attitude, un comportement plus responsable vis-à-vis de notre environnement. Merci Elisa Alberto de nous avoir donné quelques pistes justement pour réduire nos déchets. Cela commence dans la cuisine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir. Un mot à présent sur cette initiative du Conseil national pour impliquer les jeunes dans la vie locale. Il crée cette année le Conseil national des jeunes. De quoi s'agit-il, Christine Datomel ? Ouvert à tous les jeunes de nationalité monégasque scolarisés de la 5e à la seconde peuvent postuler jusqu'au 21 février au soir pour devenir les premiers conseillères et conseillers nationaux juniors. Les jeunes qui auront été sélectionnés pourront ainsi siéger dans le grand hémicycle et être à l'origine de projets, de résolutions et éventuellement à l'initiative de nouvelles propositions de loi. Alors pour postuler, vous pouvez téléphoner en appelant le 93 30 41 15 ou envoyer un email à cn.jeune@conseil-national.mc. Les vacances scolaires approchent. Comment occuper vos enfants ? Eh bien, Christinda, vous avez une idée sortie au musée océanographique à nous faire partager. Oui, jusqu'au 7 mars, lorsque vous achetez 2 entrées adultes au musée océanographique, l'entrée pour votre enfant est gratuite. Un saut dans la Grande Bleue à faire en famille dans l'univers enchanteur et coloré des fonds marins. De plus, des animations sont proposées durant les vacances scolaires, comme par exemple une immersion dans la barrière de corail, ou encore le bassin tactile, l'escape game ou la réalité virtuelle. Pendant les vacances scolaires, le club Océano proposera également un stage de découverte aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Durant 5 jours, entourés d'une équipe pédagogique, les jeunes explorateurs pourront participer à de multiples jeux et activités centrés sur les océans et les animaux qui les peuplent. Les places sont bien évidemment limitées. Alors pour inscrire votre enfant, une adresse mail www.musée.oceano.org. Merci Christina, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Place à présent à notre traditionnel rendez-vous du samedi. Et le coup de cœur de la médiathèque de Monaco ce soir, le choix de Céline Sabine s'est porté sur cet ouvrage. C'est ici-bas, nous sommes, de Jean-Marie Blas de Robles aux éditions Zulma. Elle nous explique son choix. Dans son dernier roman, Ce qu'ici-bas nous sommes, Jean-Marie Blas de Robles raconte le périple du professeur Augustin Harbour. Alors qu'il est à la recherche d'une cité antique en plein désert libyen, une tempête de sable se déchaîne et il se perd. Il se retrouve dans la mystérieuse oasis de Zindan, dont les habitants ont des pratiques bien étranges. Il se rend rapidement compte que ce lieu, qui ne figure d'ailleurs pas sur les cartes, semble aussi hors du temps. En effet, tout comme lui, les gens y sont arrivés un jour par hasard et surtout en provenance d'époques différentes. Harbour se lance dans l'observation ethnographique des règles et des mœurs complètement déjantées de Zindan. 30 ans plus tard, encouragé par son psychiatre, il en dresse le compte-rendu dans des carnets dont ce livre est la restitution. Jean-Marie Blas de Robles, qui est également archéologue, nous entraîne dans l'exploration d'une contrée imaginée et loufoque, dans un livre illustré et foisonnant de références à des traditions antiques ou des découvertes anthropologiques qui sont quant à elles bien réelles. L'auteur le dit d'entrée de jeu, ce roman est une fantasmagorie, mais il s'inspire d'une histoire vraie. Alors, divagation ou savante analyse d'une société bien réelle ? Je vous laisse vous faire votre propre idée. On reste dans le domaine de la culture. Mardi, Tout l'art du cinéma présente Mafioso, un film de 1962 d'Alberto Lattuada. Fabien Bonnier a rencontré le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, Vincent Vatrican. Il nous présente l'histoire de ce film qui sera présenté au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film italien de 1962, Mafioso. J'imagine qu'on va parler de mafia là. Gagné. Et pourtant, ce film extrêmement drôle est resté inédit jusqu'à il n'y a pas longtemps. Bien que présenté, figurez-vous, au Festival de cinéma à Nice en 1962. J'ai retrouvé quelques chroniques qui en parlaient.
Mais étrangement, ce film, qui est quand même un grand moment de la comédie italienne, n'était jamais sorti sur les écrans. C'est une comédie, mais en même temps, c'est assez sombre. Très noir. Hein? Ce qui la différencie peut-être de ce qu'on a l'habitude d'imaginer quand on parle de comédie italienne. C'est un film noir et qui pousse la noirceur des situations et des personnages jusqu'au bout. Mais néanmoins, il y a évidemment des séquences extrêmement drôles. Oui. Porté par un acteur immense, Alberto Sordi. Notamment quand il ne reconnaît pas sa maman, quand il embrasse sa tante. C'est ça. En fait, c'est pour résumer, c'est un Italien qui vit à Milan et qui va passer des vacances en Sicile avec sa famille. Oui, alors il veut présenter à sa famille qui est restée en Sicile ses 2 petites filles. Et puis, à la faveur de ce voyage, il est amené à saluer un dignitaire du village local dont on comprend très vite qu'il est en fait le parrain local. Et c'est un film porté par la star de l'époque, Alberto Sordi. C'était un acteur important à cette période-là. C'est un acteur majeur qui a déjà une longue carrière. La filmographie est absolument impressionnante. Bien qu'il ait eu du mal à s'imposer au cinéma, c'était d'abord une voix radiophonique avant de faire beaucoup de petits rôles au cinéma. Et c'est vrai que c'est dans la comédie qu'il a réussi à s'exprimer. Mais dans la comédie romaine, j'ai envie de dire, parce que là c'est un rôle de composition où il joue un Sicilien, oui. Alors qu'il a joué pratiquement toute sa vie des rôles de Romain. C'est un Romain pur jus. Il a joué souvent des rôles d'Italiens un peu lâche, un peu veule, mais néanmoins au grand cœur, à qui il arrive mille soucis. Et c'est vrai qu'il avait un côté, pour les Italiens, c'est l'acteur attachant. Voilà. Justement, dernière question, pourquoi est-ce qu'il faudrait aller voir ce film ? Parce que c'est une comédie qui ne cesse dont l'histoire et la mise en scène ne cessent de surprendre le spectateur, et d'ailleurs il ne faut rien en dévoiler puisqu'on va de surprise en surprise jusqu'au final, dont on pourrait dire quelque part que son auteur réalise le crime parfait. Voilà, n'en dites pas trop. Merci Vincent Matrican. Allez voir donc Mafioso, mardi 9 février, 15h, au Théâtre des Variétés. Nino, mamma comanda e Pecciotto va e fa. Bravo ragazzo Nino. On rejoint Christinda Thomel pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Christinda ? Dimanche, la matinée sera très nuageuse et en cours de journée, la pluie et les orages seront de la partie. Les températures oscilleront entre 6 et 12 degrés. Le soleil se lèvera à 7h38 et se couchera à 17h50. Dimanche 7 février, nous fêterons les Eugénies. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Nous vous en parlions en début de journal, la Société Nautique a rendu hommage à son président ce matin. Jean-Marc Giraldi nous a quittés le 28 janvier dernier. Très investi dans le monde du sport, il a longtemps œuvré pour le développement de l'aviron en principauté. Ce soir, nous lui rendons hommage avec les photos de Michael Alési. À demain, dimanche, pour le best-of de la semaine. Belle soirée à tous sur Monaco Info.